BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Bonjour et merci d'être fidèle à Défi ETI. Bienvenue dans l'émission entièrement consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. On parle de près de 6000 entreprises. En général, elles sont familiales et pour les 2/3, elles sont implantées en province. On dit même qu'elles sont l'ossature économique de nos régions. Oui, mais à quel point, à quel prix? On va en discuter avec Florence Mikikian de la Banque Palatine. Avec nous également Alain Berthéas, président de l'agglomération de Loire-Forêt. Sans oublier le témoignage de Roland Gomez, le patron de Proman, spécialiste de l'intérim, installé à Manosque, en région PACA. Mais d'abord, comme d'habitude, l'info de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et pour cette rubrique, Étienne Braque est avec nous pour un coup de projecteur sur la confiance des patrons d'ETI dans l'économie française. Bonjour Étienne. Bonjour David. Le baromètre Banque Palatine Opinionway fait état d'un regain de confiance. On revient au niveau de septembre 2018. Oui, puisque 78% des patrons interrogés sont confiants dans l'économie française. C'est 3 points de plus qu'en juin. Et c'est un beau rebond puisque, souvenez-vous, en début d'année, on était à 50% pendant la crise des Gilets jaunes. Donc c'est un beau rebond. On revient sur les niveaux de septembre 2018, donc sur les niveaux d'il y a un an. Idem pour la confiance dans leur entreprise qui bondit de plus de 5% entre juin et septembre. Par contre, la confiance dans l'économie mondiale, elle souffre. Seulement 58% des patrons interrogés sont confiants dans l'économie mondiale. Alors, nul doute que le ralentissement de la croissance mondiale, le Brexit, les tensions commerciales, ça inquiète les chefs d'entreprise. Mais au final, les patrons interrogés prévoient toujours de recruter. Ils sont près de 20% à anticiper une hausse de leur effectif dans les prochains mois. Merci Étienne Braque. Les ETI, épine dorsale économique des territoires. On le dit souvent, mais à quel point? C'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI. Le focus de la semaine. Et on va poser les bases de la discussion avec Florence Mikikian. Bonjour. Bonjour David. Vous avez fait le voyage depuis Marseille, puisque vous dirigez l'agence de la Banque Palatine dans la cité phocéenne. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, au total on compte 5800 ETI en France. Les 2/3, on l'a dit, sont installés en province. Est-ce qu'on peut chiffrer leur poids sur l'économie des régions ? Effectivement, David, les ETI constituent l'ossature économique des régions, de nos territoires. Les 2/3 d'entre elles ont leurs sièges sociaux en province. Il y a plus de 2/3 qui ont leur site de production également en province. Et elles représentent 650 000 emplois industriels dans nos territoires. Et environ 70% d'entre elles, lorsqu'elles créent des emplois dans leur territoire d'origine. Justement, vous parlez d'emplois. Entre 2009 et 2014, dans l'immédiate après-crise, les ETI ont créé 90 000 emplois, alors que les grands groupes, eux, en ont détruit près de 60 000. Est-ce qu'on peut considérer que les entreprises de taille intermédiaire sont en quelque sorte des airbags anti-crise ? Oui, effectivement, la crise de 2008 a montré la capacité des ETI à s'adapter et à innover dans un nouveau contexte. Et au total, ce qu'on constate, c'est qu'elles ont créé 3 fois plus d'emplois entre 2010 et 2015 que ce que n'en créaient les PME. Et en plus de ça, au moment où les grandes entreprises, elles, détruisaient des emplois. Et alors, pardon. Quand elles sont installées en province, ces ETI, à quels freins sont-elles le plus souvent confrontées ? Alors, je pense qu'il y a 4 freins majeurs. Il y a le premier frein majeur, c'est celui de la transmission. Et sur les 15 prochaines années à venir, les ETI, il y a une ETI sur 2 qui va changer demain. Un deuxième frein, c'est la transformation, arriver à transformer une PME en ETI. On compte en moyenne 21 ans pour le faire. Un troisième frein, c'est la compétitivité, parce qu'elles sont exposées à l'international, mais elles pâtissent de la fiscalité française, parfois. Et un dernier frein, c'est l'attractivité des talents, parce qu'il n'est pas toujours évident, dans des villes moyennes de province, de faire venir des beaux talents. Tout ça, on va en parler très longuement. La province Roland Gomez, il en vient. Sa société Proman est qualifiée d'entreprise provençale dans la presse locale. C'est dire à quel point l'ancrage est solide pour ce groupe spécialisé dans l'intérim et qui rayonne depuis Manosque en région PACA. Une réussite familiale que nous raconte Étienne Braque.
En moins de 30 ans, la famille Gomez a mis sur pied le 4e acteur de l'intérim en France. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 400 agences et près de 1800 salariés. Pour autant, si Proman a tout d'un grand groupe, l'ETI veut garder l'agilité d'une PME en misant sur la proximité et l'autonomie de ses collaborateurs. L'ETI se revendique comme le premier groupe familial sur le marché français et ambitionne même de devenir le premier groupe familial de ressources humaines au monde d'ici 2025. Pour cela, Proman va continuer de se développer à l'international. L'entreprise est déjà présente dans 10 pays grâce à des opérations de croissance externe aux États-Unis et en Europe. Pour autant, pas question de déplacer le siège installé à Manosque, où les Gomez sont fiers d'être les premiers contributeurs à l'URSSAF dans la région PACA. Bonjour Roland Gomez. Bonjour. On va revenir dans quelques instants sur l'importance de Proman sur la Provence et de la Provence sur Proman. D'abord, quelques mots de votre activité. Ça se passe comment l'intégration de EPOS, l'espagnol que vous venez d'acquérir? Alors très bien, ça se passe très très bien. C'est tout récent, ça a 2 mois. Donc nous y serons la semaine prochaine à nouveau. On a rencontré une entreprise qui a nos valeurs et notre ADN, donc on est compatibles, c'est certain. Et on va faire une belle aventure en Espagne avec Antonio, c'est comme ça qu'il s'appelle, notre représentant sur place. C'est la 16e acquisition de Proman en seulement 6 ans, la 9e à l'international. Vous êtes présent dans 10 pays. Quel territoire est-ce que vous voulez conquérir désormais? Alors on se veut une entreprise agile, on n'a pas tracé une feuille de route en se disant il faut être telle année dans tel pays. Nous sommes aux États-Unis depuis 1 an et demi. Parce qu'on a eu une opportunité qu'on su la saisir. Pour répondre à votre question, les pays du nord de l'Europe, tels que les Pays-Bas, nous intéressent plus particulièrement, et progresser en Flandre, où nous sommes déjà présents en Belgique, sont aussi des axes de développement. Et cette croissance externe, elle est symptomatique de votre appétit, de votre ambition chez Proman? Alors croissance externe en particulier à l'étranger, pour acquérir une base commerciale, juridique, une histoire, croissance externe qualitative, puisqu'on veut à chaque fois des entreprises familiales avec des valeurs communes aux nôtres, sinon ça ne marchera pas, on sait que c'est notre dénominateur commun. Et puis Proman, juste pour préciser, n'est pas l'empilement de croissance. Proman a créé beaucoup d'agences, notamment sur les quasiment 400 qui sont en France, 300 ont été créées. Donc on a une forte capacité à créer, à progresser en organique. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ce n'est pas compatible de penser international depuis une ville moyenne? Vous parlez de quelle ville moyenne? Manosque. Manosque. Mais c'est le centre du monde, Manosque. Non, tout est compatible à condition de le faire avec... tout est compatible au départ de Manosque. Pourquoi? D'abord parce qu'on a un très beau terrain de vie pour nos collaborateurs, y compris des gens qui viennent de l'extérieur. Manosque, c'est plutôt agréable. Et ensuite parce que nous n'avons pas de contraintes et nous avons un aéroport et une gare TGV à quelques minutes de Manosque, à moins d'une demi-heure. Donc l'importance des infrastructures, on va en parler. Exactement. Mais au-delà de ça, la volonté de rester à Manosque, c'est quoi? La première agence de Proman est née à Manosque. Donc on se doit et on est fier. Proman est une entreprise 100% familiale au jour d'aujourd'hui, de rester à Manosque. Et tant que nous pourrons, et il n'y a pas de raison que ça change tant que je serai là, notre siège restera à Manosque et aujourd'hui il occupe presque 150 personnes à Manosque, dans une ville, comme vous le soulignez, moyenne. Petite ville moyenne, puisqu'il y a un peu moins de 22 000 habitants à Manosque. On va dire bonjour à Alain Berthéas. Bonjour. Alors vous venez avec une double casquette, puisque jusqu'à il y a encore peu, vous étiez encore le président de Sigvaris, un spécialiste de textiles élastiques et médicaux, et vous êtes... toujours en ce moment, président de l'agglomération de Loire-Forêt, regroupement de 88 communes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quand même 106 000 personnes, c'est pas rien du tout. Attirer, garder des entreprises de taille intermédiaire chez vous, c'est un enjeu, c'est un véritable enjeu. Oui, c'est un véritable enjeu. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis un supporter des ETI, puisque ça vous l'avez dans la présentation que vous venez de faire. Je pense que tout le monde l'a compris. Mais je peux réagir aux propos de Roland Gomez. C'est intéressant de l'entendre parler de son entreprise et de sa ville. Et c'est exactement ça, la réalité des ETI. C'est que ce sont des villes qui sont quelque part... ce sont des terrains de jeu extrêmement importants pour les ETI, les territoires. Et l'attractivité du territoire, elle naît de ce que les collectivités locales sont capables de faire, mais aussi de ce que les ETI ou les entreprises, tous les acteurs économiques qui sont sur ce territoire vont apporter. Donc c'est un gagnant-gagnant.
Alors, tout à l'heure, je posais la question des freins qui pèsent sur les ETI quand elles sont installées en province. Vous en voyez, vous, des freins? C'est compliqué parfois pour les territoires d'offrir ce qu'il faut aux ETI pour qu'elles puissent grandir. C'est compliqué dans la mesure où nous avons des réalités administratives et puis où la mobilité, en fait, est un élément essentiel. Alors, on me dit souvent, lorsque je discute avec un certain nombre de responsables d'entreprises, ils me disent la grosse difficulté que nous avons, c'est dans le recrutement. Et après le recrutement, c'est dans l'accueil de la famille, de la personne qui a été recrutée. Et notamment, comment est-ce qu'on s'occupe du conjoint? Ça, ce sont de grosses questions qui se posent. Alors, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Par contre, et c'est ce que nous essayons de développer au niveau de l'agglomération de Loire-Forêt, c'est de travailler l'attractivité du territoire en prenant en compte la réalité de notre écosystème. Et parce qu'on a beaucoup de grands mots maintenant dans toutes nos organisations. Donc, c'est quoi un écosystème? C'est tout simplement l'ensemble des gens qui, dans une réalité économique donnée, vont avoir un rôle à jouer. Et là, ça va depuis la formation jusqu'à l'accompagnement au troisième âge. Donc c'est extrêmement important qu'on ait la capacité de travailler. Et donc, et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place, c'est la gouvernance économique sur un territoire. Ça résonne chez vous ce que vient de dire Alain Berthéas, Roland Gomes? Absolument, avec beaucoup de bon sens. Il faut qu'on ait capacité à accueillir tout le monde. C'est-à-dire que M. Berthez parlait par exemple du conjoint. Alors nous, on a un peu de chance, notre métier c'est l'emploi. Et pour que la famille soit bien, il faut que les conjoints soient bien, il faut que les enfants soient bien. Donc on s'attache à faire en sorte que toute cette chaîne soit prise en considération pour que ça réussisse et pour que le collaborateur puisse s'épanouir. Après, il faut qu'il puisse s'épanouir aussi avec les infrastructures. Et là, ce sont aux communautés, aux politiques de faire le nécessaire et d'être très attentifs à ça. Florence Mikikian, tout à l'heure, Roland Gomes parlait d'agilité de son entreprise, d'agilité des ETI. C'est compatible avec les taxes, les impôts dont vous parliez tout à l'heure? Oui, je crois effectivement, on voit que les ETI s'adaptent à leur territoire et sont extrêmement impliqués dans leur territoire pour justement faire bouger les choses. Donc ça passe par des implications sur les métropoles. Donc il y a des clubs qui existent et qui se sont formés pour travailler avec les métropoles sur ces sujets-là. Donc aussi bien pour l'attractivité que pour travailler après tout ce qui est lobbying sur la partie des taxes. Et on voit bien chez nos clients que, comme Proman le fait, ils sont extrêmement impliqués dans la vie locale, justement, même au niveau de Aix-Marseille, c'est-à-dire ça va au-delà de Manosque, pour pouvoir travailler et agir dans ce sens-là. Est-ce que c'est plus compliqué quand on est un partenaire financier, un partenaire bancaire, d'accompagner une ETI qui est installée en province ou alors par rapport à une grande agglomération, je pense à Paris, à Lyon, à Marseille, il y a plus de difficultés ? Non, je ne vois pas plus de difficultés. En fait, au niveau de la Banque Palatine, notre business model sont les ETI. Et en fait, on se déplace chez nos clients de manière très simple. Donc, je me déplace à Manosque, par exemple, sans aucun souci. Et tous mes collègues font la même chose. Il y a effectivement deux sudistes sur le plateau. Il y a des moyens aujourd'hui qui font que les relations sont très simples. Et après, ça prend un petit peu de temps parfois en termes de trajet, effectivement. Alors, Alain Berthéas, vous présidez une agglomération de communes en province, vraiment implantée dans un territoire. Vous avez les mains dans le cambouis. Est-ce que vous sentez qu'il y a une forme de dichotomie entre justement vous qui êtes au plus près de ces territoires et de leur tissu économique, et les pouvoirs publics qui sont peut-être un petit peu loin, éloignés dans les grandes villes? Dichotomie, je dirais pas, on va pas aller jusque-là, mais par contre, des difficultés de compréhension, oui. Et notamment, quel ordre ces difficultés? Écoutez, quand vous êtes en rapport avec l'administration, je citais la Directe, la DREAL, aujourd'hui, malheureusement, avec les réformes qui ont été engagées au niveau de l'État, nous avons souvent, et notamment au niveau de ces administrations-là, en fait, plus des censeurs que des facilitateurs.
Et lorsque vous avez une entreprise, on peut prendre l'exemple d'une ETI qui veut se développer. On doit passer par un certain nombre de réalités administratives et quelquefois, on cherche plus à savoir si la virgule est bien placée plutôt que d'essayer de trouver quelle est la meilleure méthode pour arriver au résultat. Roland Gomes, une réaction à ce que vient de dire Alain Berthéas? C'est un peu vrai. Alors après, en tant qu'entrepreneur, on essaie de pas faire des focus trop là-dessus. On trace notre route, hein, et on fait fi un petit peu de tout ça. Pour autant, si on prend un peu de hauteur, je suis d'accord avec vous, il faut faire passer des messages pour qu'on nous aide à fluidifier. Juste un petit retour en arrière. Florence parlait des taxes, la transmission tout à l'heure, vous avez parlé. La transmission est compliquée pour une ETI. Savoir que la moitié des ETI vont changer de propriétaire peut-être dans les prochaines années, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ces nouveaux propriétaires seront peut-être étrangers, seront peut-être des fonds d'investissement et échapperont aux familles. Et pourtant, en général, ces familles sont protectrices et sont garantes de l'avenir de l'entreprise. C'est un petit peu dommage. Les transmissions et la fiscalité sur les transmissions pèsent lourd dans la vie de l'ETI. Ça peut faire craindre une financiarisation des entreprises de taille intermédiaire dans le proche avenir, Florence Piquiquian? On pourrait craindre effectivement ce type de conséquences. Néanmoins, il existe quand même certains, on va dire, outils comme le Pacte Dutreil, qui a aidé un petit peu à faciliter cette transmission. Après, je pense que les transmissions ne peuvent pas se faire de manière uniquement par donation, mais qu'elles ont besoin aussi d'être mixtes, et on le voit bien nous au niveau de nos clients, entre d'une part une transmission et d'autre part une cession, parce que c'est à ce moment-là que le dirigeant va sortir de l'entreprise et qu'il a aussi besoin de réaliser une partie de son cash à ce moment-là. Donc il faut qu'au niveau bancaire, on accompagne, nous, en tant qu'établissement, ces transmissions-là, à la fois qui se font d'une partie en cession à titre onéreux et en contrepartie en donation. Alors, un chiffre que je vais soumettre à Alain Berthéas, un emploi dans une ETI, ça génère 3 emplois et demi indirects. Vous en avez vraiment conscience? Vous le sentez ça quand vous avez une entreprise qui est installée dans votre territoire? J'aime beaucoup le sens de votre question. Vous en avez vraiment conscience? Oui. Mais bien sûr, parce que sur le territoire, on le mesure, ça. Et il y a une chose qui est importante. Vous savez, on parle souvent des crises. On parle très peu, malheureusement, heureusement que vous êtes là pour rattraper ça, de ce qui fonctionne bien. Et quand on a regardé ces fameuses crises, depuis 2008, on nous a parlé de crise financière, tout un ensemble de choses. Et moi, je regardais la résilience de notre territoire. Et la résilience du territoire venait justement des ETI, des PME qui commencent à grossir. Mais comme le disait Madame, c'est long pour qu'une PME devienne une ETI. Et c'est là où le territoire a un rôle à jouer, non pas dans l'accompagnement de la réalité de l'entreprise. Monsieur Gomez sait très bien ce qu'il doit faire pour son entreprise, et c'est lui qui prend les décisions et le risque. Par contre, là où les collectivités, et notamment une communauté d'agglomération doit être présente, c'est pour l'accompagnement dans le terme de tous les équipements nécessaires. On oublie souvent que le développement d'un territoire, quand il y a de l'emploi, passe aussi par la mobilité. Où est-ce que l'on décide de faire habiter les gens et où est-ce qu'ils vont ensuite travailler? Et tout ça, ça doit quelque part procéder d'une vision globale. Et cette vision globale, on ne peut pas la construire seuls les élus comme ça, de manière ex abrupto. D'où l'importance, je le disais tout à l'heure, de ce qu'on appelle la gouvernance économique, c'est-à-dire en fait la capacité de mettre tout le monde autour de la table et de bien mesurer quels sont les besoins et comment y répondre. Roland Gomes, vous avez besoin, vous, effectivement, de discuter avec les pouvoirs publics au niveau local? Oui, mais Proman est basé à Manosque, évidemment, mais vous avez compris qu'on a 400 agences en France, j'ai bien compris. On intervient un petit peu de partout. On discute un peu avec les pouvoirs, évidemment, mais pas trop. Hein. Dans notre famille d'entrepreneurs, on se consacre à déployer notre entreprise aux 4 coins de la famille et on n'a pas besoin d'infrastructures très importantes, d'unités de production, on n'a pas trop besoin de... Donc c'est assez simple pour nous. Par contre, on côtoie bien évidemment le Pôle emploi, qui est un partenaire important, et puis on vit dans la cité, mais on a moins de contraintes là-dessus, on essaye de les évacuer. L'emploi, comment est-ce qu'on devient attractif quand on est une ETI pour faire venir les talents, Florence Piquiquian?
Alors je crois que ça passe par plusieurs stades. Aujourd'hui, les jeunes sont très très sensibles à tout ce qui est démarche RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Et puis il y a également le fait d'être présent auprès des jeunes et auprès des écoles pour animer, faire connaître son entreprise. C'est ce que fait un petit peu Proman avec le plan local d'insertion et d'emploi également, ou d'autres entreprises qui se sont rapprochées de jeunes. Je pense à une entreprise comme Provefarm sur Marseille qui a rapproché, en fait, qui a pris des initiatives pour rapprocher et faire connaître l'entreprise aux jeunes collégiens avec une action qui s'appelle Déguin sans stage, pour justement leur permettre de connaître le monde d'entreprise et d'obtenir des stages. Donc je pense qu'ils sont extrêmement impliqués en fait dans la vie de la cité pour faire connaître leur entreprise et attirer également les jeunes talents. Alain Berthéas. Oui, j'entends bien ce que dit Madame. Juste, je voudrais rebondir sur le dernier propos de Roland Gomez, parce que il a une entreprise de service qui effectivement a une implantation très large sur un certain nombre de territoires. C'est un petit peu différent lorsque vous avez des entreprises industrielles qui ont à ce moment-là des réalités locales extrêmement prégnantes. Mais il n'empêche que moi je maintiens que l'intérêt, et c'est ce que nous essayons de mettre en place d'ailleurs au niveau de l'Association des communautés de France, puisqu'on travaille sur des visions globales au niveau économique, c'est d'avoir une vraie organisation de l'écosystème local. Parce qu'une entreprise comme celle de Roland Gomez a un rôle très important à jouer par rapport aux autres ETI. Et c'est ça aussi qui était extrêmement intéressant. C'est qu'on crée des liens entre les différentes structures. Il y a interaction entre forcément entreprises et le territoire à ce moment-là. Roland Gomez recrute, puisqu'il est dans l'intérim. J'avais utilisé ça quand je change de casquette là. J'utilisais très souvent les entreprises telles que la sienne pour recruter justement. Parce que ça nous permettait d'avoir immédiatement des gens disponibles, de faire un peu de formation, de les intéresser et après derrière de les conserver. Et la relation à ce moment-là qui se crée avec le territoire est relativement forte et avec d'autres entreprises également. Donc c'est vraiment tout un réseau qui se met en place. Une fois que vous avez réussi à attirer les talents, Roland Gomez, ils restent. On s'attache à les faire rester. C'est notre métier de les faire rester. Et on a des intérimaires, et j'en parlais ce week-end, qui sont avec nous depuis 30 ans. Et ils ont évolué, bien évidemment. Ce sont des intérimaires qui ont choisi de le rester et qui ont choisi de rester chez Proman. Donc, à nous de les fidéliser, à nous de leur donner envie, puis à nous de les faire grandir surtout. C'est-à-dire que, et puis à nous de les faire embaucher, comme vous le disiez. Et c'est la plus belle des victoires, c'est de célébrer l'intégration en CDI dans une entreprise industrielle ou classique. Ça, c'est notre métier. Bon, Florence Miquiquian, vous disiez tout à l'heure que vous alliez voir les clients, la proximité en province, dans les territoires, c'est primordial. Oui, c'est primordial. C'est primordial parce que on arrive bien à se connaître les uns les autres. Et on n'est pas en fait un partenaire banquier lambda, on est vraiment un partenaire de long terme après avec nos clients. Quel que soit le client, quelle que soit l'activité, quel que soit leur projet, les perspectives. Tout à fait. Quelle que soit leur activité, quel que soit l'endroit où ils sont, on est vraiment proche d'eux et on y tient vraiment puisque c'est vraiment l'ETI qui est au cœur de notre business model. Merci à Florence Miquiquian, merci à Alain Berthéas. C'est bientôt la fin de Défi ETI, mais on ne se quitte pas avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Roland Gomez, c'est votre carte blanche. Je vais vous donner une minute et demie, avec une question. Si un dirigeant moins expérimenté que vous vous demandait un seul conseil, ce serait quoi ? Je vais essayer de le faire condenser. Le conseil, ça serait de se dire déjà que tout est possible. Quand on commence à l'image de l'entreprise Proman et que je dirige, tout est possible. Donc on peut partir de rien et aller très très haut. Mais à condition de respecter quelques règles, et elles sont sans doute un peu nombreuses, mais on va en retenir 3. La première, c'est, je vais pas être très très sexy, mais c'est de travailler beaucoup et très sérieusement. La seconde, c'est sans doute de le faire avec beaucoup de plaisir, d'énergie et de convivialité, parce que c'est important. Il faut que tout ça soit. Et la troisième, qui est
il y en a d'autres, hein, mais très importante et la plus importante, c'est d'attacher beaucoup d'importance à ses collaborateurs, de les faire grandir, de les respecter, de leur donner toute l'énergie pour qu'elles accompagnent le projet et qu'elles accompagnent la vie de l'entreprise en y mettant beaucoup de cœur. Voilà. Pour ça, il faut beaucoup de bon sens, du respect et de la considération. Et faire en sorte que l'entreprise donne aussi à ses collaborateurs le fruit de ses résultats. Merci beaucoup Roland Gomez. Une dernière petite question. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur vous, la mairie à Manosque. C'est vrai, c'est pas vrai? Les municipales, c'est l'an prochain. Alors ça, c'est mon papa. Parce que David, il y a Roland Gomez père, mon papa, il y a moi, et il y a mon fils également qui s'appelle Roland Gomez. Alors c'est pas mon fils, c'est pas moi, c'est forcément mon père. Faudra lui poser la question. Hein. Ah, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci encore à Alain Berthéas, président de l'agglomération de région de Loire-Forêt. Remerciements également à Florence Mikikian de la Banque Palatine. C'est la fin de cette édition de Défi ETI. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, mêmes heures et bien entendu sur BFM Business. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises